Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle leçon de physique qui s'intitule La propagation des ondes ou bien les ondes progressives. Leçon qui va être faite par moi-même, Fawzi Jawahdou, professeur au lycée Carthage-Birs, sous la direction de M. Fawzi Hamami, inspecteur général des sciences physiques de la délégation de Tunis 1. Alors, je commence par quelques prérequis de notre chapitre, les choses qu'on devrait connaître d'avance. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un milieu élastique? Un milieu élastique, c'est un milieu qui, une fois, il doit être déformable, ça c'est sûr. Une fois qu'il est déformé, il reprend son aspect initial après déformation. Deuxième donc, chose qu'on devrait connaître, la propagation d'un ébranlement. Qu'est-ce que c'est qu'un ébranlement? Vous prenez par exemple une corde, donc vous choisissez un point de la corde, vous allez créer une déformation en un point de cette corde. Alors si la déformation elle est assez lente, là ça va être une toute petite secousse, ce n'est pas un ébranlement. Sinon, si vous réalisez donc la secousse assez rapidement, donc on va dire qu'il s'agit d'un ébranlement. Donc en fin de compte, un ébranlement est une perturbation, une secousse provoquée en un point d'un milieu élastique, c'est une secousse assez rapide. Troisième chose donc il faut connaître avant de passer au chapitre onde progressive, qu'est-ce que c'est qu'une onde mécanique? Une onde mécanique est une onde, ça c'est sûr, mais qui nécessite un milieu propagateur pour se propager. Par exemple, je m'explique, s'il s'agit de l'onde lumineuse, de la lumière n'a pas besoin de support pour se propager. Ce n'est pas une onde mécanique. Les ondes sur une corde ou bien à la surface du liquide ont besoin de milieux propagateurs, ce sont des ondes mécaniques. Le son est une onde mécanique étant donné que le son ne peut se propager que à travers les molécules d'air. Autre chose. Qu'est-ce que c'est qu'une longueur d'onde? Donc c'est une distance, on va voir ça donc à la suite de notre exposé. Alors je passe au principe de propagation. Le principe de propagation, c'est un principe très important pour les ondes qui permet alors ici de passer de la source où on va créer la perturbation vers les autres points du milieu propagateur. Ce sera donc l'explication pour tout à l'heure. Alors, je vous propose comme introduction une vidéo sur le phénomène de la Ola. Phénomène très connu dans les stades, dans les gradins des stades, ce ne sont pas les joueurs qui vont faire le spectacle, c'est plutôt les spectateurs. Les spectateurs vont faire une ola, cela veut dire qu'ils vont essayer de se déplacer verticalement vers le haut puis vers le bas. Ça engendre comme si on avait donc une onde, c'est une onde en réalité, comme si on avait une onde qui va se propager le long des gradins. Voici une explication assez particulière du phénomène de l'ola. Donc, je propose un dispositif qui permet de modéliser le phénomène. Donc, vous avez alors ici des personnes qui sont assises. Donc, la perturbation, lorsqu'elle passe à travers les personnes, regardez bien, chaque personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se déplace vers le haut puis vers le bas en restant sur place. Cela veut dire ici qu'il n'y a pas de déplacement des personnes latéralement, il y a plus de déplacement vertical. Donc, en fin de compte, lorsqu'on parle d'onde, attention, donc, il n'y a pas de déplacement de matière latéralement, plutôt il y a déplacement d'énergie. C'est pour cela qu'on dit propagation et non pas déplacement. Puis, autre exemple, la propagation du son. Vous avez bien entendu parler du son. Le son nécessite un milieu propagateur pour se propager. Alors, le son peut se propager à travers les solides, à travers les liquides et à travers les gaz, en particulier à travers l'air. Dans l'air, il y a des molécules d'air. Voici l'émetteur sonore, une guitare par exemple. Cette guitare-là, elle va émettre un son. Alors le son va se propager sous forme de molécules qui vont être comprimées dans un cas et dilatées dans l'autre cas. Et la perturbation arrive jusqu'à l'oreille. Donc la direction de propagation du son va se faire dans la direction guitare, oreille, émetteur, récepteur. Puis un autre exemple, le cas des barques qui émettent des ondes
sonores, des ultrasons, qui vont permettre par la suite de mesurer la profondeur du sol marin, la profondeur des mers ou bien des océans. Donc, la barque émet un signal ultrason, il va revenir. La barque, elle calcule la durée du va et du vient des ondes ultrasonores et comme ça, on peut avoir pratiquement donc la profondeur. Je passe à autre chose. Alors, voici une étude théorique d'une onde progressive le long d'une corde. Le dispositif expérimental est constitué essentiellement d'une corde tendue. Pourquoi je dis tendue? Parce que tout simplement, si vous prenez une corde qui n'est pas tendue, ça ne va pas constituer un milieu élastique. Rappelez-vous ce que nous avons dit tout à l'heure. Un milieu élastique, c'est un milieu qui reprend son aspect initial après déformation. Si vous voulez que votre corde, elle reprenne son aspect initial, il faut qu'elle soit tendue, il doit y avoir une certaine masse à l'extrémité de la corde. La poulie, c'est juste pour guider le déplacement des points de la corde. Là, alors ici, le vibreur, la lame vibrante, qui va être excitée par un électroaimant. Alors, le vibreur va communiquer au point O, extrémité de la corde, et extrémité de la lame vibrante, va communiquer un mouvement sinusoïdal. Ce phénomène-là, apparemment, il va se propager le long de la corde. Qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, on va voir ça plus tard. Donc, l'électroaimant communique à l'extrémité de la lame vibrante O un mouvement rectiligne oscillatoire, vertical et sinusoïdal. Est-ce que tous les points vont obéir à ce phénomène-là? On va voir ça. Nous passons alors à l'équation horaire du mouvement de la source O. La source O qui appartient en même temps à l'extrémité de la lame vibrante et en même temps à l'extrémité de la corde. Cette source-là, on va lui imposer un mouvement sinusoïdal. L'équation s'écrit YO de T égale à A sinus oméga T plus phase initiale de la source. A, c'est l'amplitude de la vibration et oméga, c'est la pulsation. Oui, donc voici le schéma du montage théorique, et là, on va faire les calculs qui s'imposent. Donc, vous avez votre corde. Un point M de la corde, il est repéré par son abscisse X, mesuré sur un axe confondu avec la direction de la corde. Ces points-là nécessitent un deuxième axe, c'est l'axe des élongations, parce qu'un point M, rappelez-vous ce que nous avons vu tout à l'heure, un point M, qu'est-ce qu'il va faire lorsque l'ébranlement ou bien lorsque la déformation l'atteint? Il va se déplacer vers le haut et vers le bas. Donc, nous avons besoin d'un deuxième axe, donc un premier axe pour repérer le point, sur l'axe des X, et un deuxième axe qui va nous permettre de préciser l'élongation, est-ce qu'elle est positive, négative, ou bien est-ce qu'elle est nulle, et ainsi de suite. Alors, principe de propagation. Qu'est-ce qu'il dit, le principe de propagation? Il dit que tout point de la corde, il va reproduire le mouvement de la source. Rappelez-vous que la source, elle possède un mouvement sinusoïdal. Tous les points de la corde vont répéter le même mouvement que la source. Sauf que cette répétition-là va se faire à une date ultérieure. Cela veut dire à un instant plus grand. Ou bien, on peut donc le citer d'une manière inverse, c'est que le mouvement d'un point M de la corde, j'explique, le mouvement d'un point M de la corde, c'est le même que celui de la source, mais le point M, il oscille ou bien il se déplace en retard par rapport à la source. Donc, si le phénomène débute au point O, donc on va arriver au point M avec un certain retard. Toutes les ondes se propagent de cette façon-là. Donc, principe de propagation, alors, le principe, il va donner alors ici l'équation qui dit que l'élongation de M maintenant, à un instant T assez particulier, c'est l'élongation de la source à un instant plus petit. Alors, c'est quoi cette différence-là? Petit θ, alors là, elle possède une double signification physique. θ, c'est soit le temps mis par l'onde pour se propager de O vers M. La deuxième signification physique, θ est un retard de vibration du point M vis-à-vis du point O. Si l'onde, par exemple, part du point O à un instant t égale à 8 heures et elle atteint le point M, par exemple, à un instant t égale à 8 heures et 1 minute, le retard de vibration de M par rapport à O, c'est 1 minute. Donc, cette équation-là va nous permettre de chercher l'équation du mouvement du point M en fonction du temps. Ça nous fait alors ici, si on remplace dans la fonction YO, on remplace le temps par T moins θ, on arrive à cette expression-là. Notez bien que le produit C fois T, qu'est-ce que ça représente en physique? C fois T, C est une célérité, une vitesse, célérité de l'onde, et T est une période. Donc, c'est un produit dont l'unité, c'est vitesse mètre par seconde, multiplié par T secondes. C'est une distance un peu particulière. Alors, cette distance-là, on va l'appeler la longueur d'onde, et qu'est-ce qu'elle représente en fin de compte? Ça représente la distance parcourue par l'onde au bout d'un temps qui est égal à une période. Si on note un intervalle de temps qui est égal à une période,
l'onde, elle va se propager. C'est une onde progressive, elle n'est pas stationnaire, c'est une onde progressive, elle ne stationne pas sur place. Alors, elle va se propager d'une certaine distance. Cette distance-là est appelée la longueur d'onde. D'ailleurs, l'expression de la longueur d'onde, lambda est égale à c fois t. Alors, voici l'expression de lambda. Alors, l'unité, la célérité, je viens de le dire, c'est mètres par seconde fois seconde, ça nous fait mètres. D'accord? Je passe. Alors, définition, qu'est-ce que c'est que la longueur d'onde? La longueur d'onde constitue la distance parcourue par l'onde au bout d'un temps égal à une période. D'accord? Alors, on va commencer maintenant par expliquer le principe de la sinusoïde des temps. Et là, on va parler de sinusoïde des temps. Tout à l'heure, on va parler de la sinusoïde des espaces. Il faut être là capable, on doit être capable de différencier entre la sinusoïde des temps et la sinusoïde des espaces qui va venir tout à l'heure. La sinusoïde des temps, elle représente le mouvement d'un point M de la corde. Rappelez-vous, donc le schéma qui correspondait au point M. Je retourne un peu en arrière. Donc, voici le schéma du dispositif. Vous avez ici le point M. Je voudrais bien connaître le mouvement du point M en fonction du temps. Nous avons dit que la source, elle effectue un mouvement sinusoïdal. Forcément, le point M, lorsque l'onde arrivait en ce point-là, le point M, il va effectuer un mouvement sinusoïdal. D'ailleurs, voici l'équation qui traduit la variation de l'élongation de Ym de t, en fonction du temps. C'est une fonction qui est sinusoïdale. Ben, justement, voici donc l'allure de la courbe. Elle est bien sinusoïdale, mais il y a un petit domaine là où la courbe, elle est nulle. Est-ce que vous savez pourquoi? Eh bien, c'est assez simple. L'onde, lorsqu'elle part de quel point? Elle part du point O. Alors, le point M, qu'est-ce qu'il fait là? Il est au repos. Il faut attendre un certain temps pour que l'onde atteigne le point M. Donc, toute cette partie-là correspond au temps, à la durée où le point M n'est pas encore atteint par l'onde. Donc, nous venons de voir que ce temps-là n'est autre, c'est un retard en fin de compte, de vibration de M par rapport à O. Ce temps-là n'est autre que le retard θ. Donc, lorsqu'on vous donne une sinusoïde et vous trouvez une partie qui est nulle, ça représente bien la sinusoïde des temps où il y a une partie nulle où le point M n'est pas encore affecté par l'onde. Une fois que le point M il est affecté par l'onde, il va osciller de façon sinusoïdale. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme profit de cette courbe-là? Donc, plusieurs choses. Tout d'abord, on peut déterminer l'amplitude de la vibration. Dans ces conditions-là, l'amplitude, elle vaut 2 mm. D'accord? On peut aussi tirer la longueur d'onde, étant donné que l'axe des temps, il est gradué en millisecondes. La longueur d'onde, c'est la distance entre deux maxi, ou bien entre le zéro qui correspond au zéro par la suite. Hein? D'accord? Entre deux maxi, ça correspond alors ici à 4 petites divisions. 2 divisions, ça fait 5. 4 divisions, ça fait 10 millisecondes. Donc, on peut mesurer la période. On peut par la suite calculer quoi? On peut calculer la fréquence, la pulsation, étant donné que la fréquence est 1 sur t. La pulsation, c'est 2pi sur t ou bien 2pi n. Donc, autre chose qu'on peut voir à partir de la sinusoïde des espaces. On peut, donc j'ai bien dit ici, reconnaître le temps θ. Essayons de mesurer θ graphiquement. Ça fait de ce côté-là 5, 10, 15, 20, 30, 35 millisecondes. Donc le point M met 35 millisecondes pour commencer à vibrer. Donc le retard θ, c'est 30 millisecondes. Ça peut nous permettre par la suite, regardez bien, de faire quoi? Ça peut nous permettre de positionner le point M. Étant donné que l'onde va se propager à célérité constante. Célérité, ça veut dire vitesse. Lorsqu'on parle de phénomène de propagation, on ne dit pas vitesse, on dit célérité. Donc, étant donné que l'onde se propage à célérité constante, nous pouvons dire que la distance est égale à vitesse multipliée par le temps. Ça, c'est dans le cas général. Dans ces conditions-là, la distance parcourue, c'est la distance qui correspond à l'abscisse du point M. X du point grand M est égal à célérité fois le retard qu'on vient de connaître. Le retard, c'est, combien j'ai dit, 35 millisecondes. Ça peut nous permettre de chercher, alors ici, l'abscisse du point M. Donc, vous avez vu combien de choses on peut déterminer à partir de la sinusoïde des temps, à part que ça peut nous permettre de chercher autre chose. Regardez bien, le point M, lorsque l'onde l'atteint, il va commencer à vibrer vers le haut. Et étant donné que le point M, il reproduit le mouvement de la source O, exactement, mais avec un certain retard. Si le point N, il commence son mouvement vers le haut, cela veut dire que la source elle-même, lorsqu'elle débute son mouvement, elle commence vers le haut. D'accord? Donc, ça, ce sont les
choses qu'on peut tirer à partir de la sinusoïde des temps et comment reconnaître la sinusoïde des temps. On passe maintenant à autre chose.